Alors, on dit que l'islam est loin d'être la religion qui progresse le plus. On dit que c'est les chrétiens évangéliques qui convertissent le plus de monde aujourd'hui. Et on dit parfois, c'est Gilles Kepel qui développe cette idée dans le livre Fitna, que l'islam est en crise. Qu'est-ce que vous pensez de ces constats? Bon, il y a deux choses. D'abord, les chrétiens évangéliques ne représentent pour l'instant qu'une petite minorité des chrétiens par rapport à l'islam. Je veux dire que ça ne se situe pas au-delà du milliard et demi de fidèles. Bon. Deuxièmement, que les chrétiens évangélistes progressent, c'est vrai, ça se voit dans des pays comme le Nigeria, qui sont aujourd'hui coupés en deux par une sorte de ceinture centrale qui fait que le nord est musulman et musulman de plus en plus radical, alors que le sud est chrétien et chrétien de plus en plus prosélyte. Et là-dessus, d'ailleurs, il y a presque une anecdote. Quand j'ai écrit l'ouvrage, j'avais cité la secte Boko Haram pour le Nigeria, puisqu'il y a un travail pays par pays et continent par continent, mais je n'étais pas au courant, puisque ça ne s'était pas encore passé, des derniers massacres perpétrés par la secte Boko Haram. Je n'ai pas eu besoin de modifier le texte au dernier moment, c'était déjà écrit dans l'ouvrage. Alors, il y a donc une montée des chrétiens évangélistes, c'est exact, mais elle est sans rapport avec le poids de l'islamisme. Alors maintenant, savoir si l'islam est en crise, c'est une question extrêmement complexe. L'islam est divisé par rapport à lui-même. Et cette division, qui est à la fois historique, est aussi aujourd'hui politique et économique. Et c'est la même chose pour la frange radicale de l'islam, puisque il n'y a pas de convergence entre les wahhabites, les fondamentalistes, les salafistes. Mais il y a quand même trois éléments qui font que l'islamisme a un socle. C'est premièrement le mélange de la religion et de la politique. Deuxièmement, le fait de vouloir imposer soit par la douceur, soit par la violence, l'islam sur toute la planète. Et la troisième, c'est de faire triompher la charia dans les pays que l'islam gouverne. Et ça crée entre musulmans de véritables lignes de clivage qui sont tout à fait différentes de la ligne de clivage sunnite-chiite par exemple, parce que ce sont des clivages entre un islam qui se voudrait moderniste, qui se voudrait composer avec des valeurs occidentales, qui est très proche d'ailleurs d'un certain consommérisme technologique, et un islam plus traditionnel, voire rigoriste, qui n'hésite quand même pas d'ailleurs à utiliser les techniques modernes pour faire sa promotion, mais qui est un islam de repli sur les fondamentaux, sur la religion. C'est un islam de retour. Je ne veux pas utiliser le mot de réactionnaire parce que c'est un terme qui est très connoté, mais entre un islam qui va de l'avant et un islam qui veut revenir à un certain nombre de valeurs, c'est pas l'opposition entre l'islam des Lumières d'un côté et l'obscurantisme de l'autre, mais c'est quand même une ligne de clivage très importante. Sachant que l'islam de retour dont vous parlez se marie très bien avec le libéralisme, on le voit en Arabie Saoudite par exemple. C'est tout à fait vrai. J'ai fait tout un travail qui avait été ébauché déjà d'ailleurs par un certain nombre de spécialistes, de chercheurs, et notamment par l'équipe de Xavier Ofer quand elle a travaillé sur l'Atlas de l'islam radical. Bon, j'ai eu des informations depuis, mais l'islamisme, notamment l'islamisme en provenance des pays du Golfe, a développé un véritable empire économique qui s'est à la fois nourri de systèmes institutionnels type banque, type fonds, et de systèmes comme la récupération de la zakat ou la pratique de la wala, qui sont des systèmes beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus opaques, mais qui ont permis
à cet islamisme de se constituer un véritable trésor de guerre, ce qui leur permet aujourd'hui d'acheter des hôtels, des immeubles, des clubs de football, voilà.